Haine et propagande, une série documentaire en 6 épisodes avec Catherine Mercier. 70 ans plus tard, pourquoi est-il toujours important de parler de la Deuxième Guerre mondiale? Imaginez, vous êtes témoin de scènes horribles, vous les avez prises en photo et vous voulez les dévoiler, mais on vous l'interdit. Que faites-vous? Lors de la Deuxième Guerre mondiale, un photographe de la police de Tokyo savait fort bien que les images qu'il avait prises allaient bouleverser le monde. Il s'est vite rendu compte qu'il devait les cacher. Ce soir, comment on a occulté des horreurs lors de la Deuxième Guerre mondiale? Comment des vérités gênantes ont tout simplement été étouffées? Pas uniquement au Japon, en Allemagne, en France et aussi au Canada. Ça se passait à une époque d'amour, de haine et de propagande. Le 6 juin 1944, le jour J. Le plus grand débarquement maritime de l'histoire. 150 000 soldats alliés, britanniques, américains, canadiens, envahissent la Normandie, sur la côte nord de la France. Depuis des années, Hitler contrôle presque toute l'Europe. Mais le vent a enfin tourné. À l'est, les Soviétiques sous Staline avancent vers Berlin. Au sud, les Alliés ont débarqué en Italie. Mais pour chasser les nazis d'Europe, ils doivent absolument ouvrir un front à l'ouest. Les Alliés ont aussi besoin d'une victoire majeure pour alimenter la machine de propagande. Alors, pour filmer le débarquement de Normandie, on prend les grands moyens. Plus de 500 journalistes, photographes et caméramans. Parmi eux, de nombreux Canadiens prêts à couvrir ce moment historique. Imaginez l'intensité des bombardements vus à travers la lentille. Les caméramans doivent continuer de filmer, même si leurs camarades tombent autour d'eux. Les scènes de combat qu'ils ont tournées sont parmi les plus célèbres de l'histoire. Et ce sont les Canadiens qui filment les premières et les meilleures images du débarquement. Des images qui vont captiver les auditoires partout dans le monde. Quand vous voyez ces caméramans qui allaient filmer ces batailles, ils sont quasiment à découvert parce qu'ils sont préoccupés par donc la scène qui se déroule devant eux. Donc ça a pris un courage extraordinaire donc, pour ces correspondants caméramans de l'armée pour filmer ces batailles-là. On les appelle les commandos de l'image. Ils appartiennent à l'unité du film et de la photographie de l'armée canadienne. Des soldats armés de caméras plutôt que de fusils. A commanding hilltop made an excellent observation point from which to direct the fire, and also for Sergeant Cameraman Jimmy Campbell to do a little shooting on his own. Jimmy Campbell était caméraman à Hollywood, mais la guerre est une occasion qu'il ne veut pas rater. À 38 ans, il est l'un des plus vieux membres de l'équipe et comme ses collègues, il se distingue rapidement par son courage et sa détermination. Quand ces caméramans de l'armée se sont enrôlés, ils avaient deux passions, celle du cinéma, celle de l'image et celle de l'armée, celle du combat. Donc, leur travail a été de marier ces deux passions. Une passion qui va exposer Jimmy Campbell et ses camarades au danger. Dans la confusion d'une bataille, 3 commandos de l'image arrivent au village de Fleury-sur-Orne, avant les troupes de combat. Ils ont non seulement réussi à prendre des images, mais à capturer aussi quelques soldats allemands. Ce genre de courage a produit des images qui ont changé la façon dont les Canadiens ont pu voir la guerre.
Regardez les actualités de guerre tournées par des caméramans intrépides qui avaient bravé donc les conditions de combat pour filmer. Donc c'était extrêmement important parce que ça donnait l'impression d'être là, de voir comme si on était là. Pour assurer l'impact immédiat de ces images, elles sont ramenées en toute vitesse du front. Elles sont ensuite approuvées par la censure militaire, puis triées, assemblées et montées en films d'actualité qui seront vus par des millions de spectateurs au Canada. Roulant sur les sentiers et les routes, les blindés canadiens s'avancent avec les Britanniques en direction de Bayeux et de Caen, à la recherche des Allemands pour se mesurer avec eux. Tout se déroule sous l'œil attentif de John Grierson, fondateur et directeur de l'Office national du film du Canada. Grierson est un homme intense qui se passe facilement de nourriture et de sommeil. Il a été prêcheur et enseignant. Maintenant, il est les deux à la fois. Grierson devient sans doute le plus grand propagandiste des Alliés. En temps de guerre, comme en temps de paix, une propagande astucieuse nourrit l'espoir. Ce que Grierson pense de la propagande peut surprendre aujourd'hui, parce que pour nous, la propagande est essentiellement négative et manipulatrice. Mais pour Grierson, la propagande, c'est l'arme de la vérité. Elle peut éduquer, inspirer, rassembler. La propagande n'est pas superflue en démocratie. Au contraire, elle est essentielle. Un État totalitaire utilise la répression et la contrainte. Pas la démocratie. Les convictions de Grierson ne l'empêchent pas d'étudier les tactiques et les techniques de Joseph Goebbels, ministre allemand de la propagande. Les nazis ont bien compris l'impact qu'a le film et Grierson aimerait que les Alliés défendent leur version de la guerre avec plus de conviction. Il recrute une armée de 800 personnes qui va produire plus de 500 films en 6 ans. Les armées alliées se répandant sur le littoral de la Normandie, dès lors où Grierson veut battre Goebbels à son propre jeu. Le cinéma est un formidable outil de propagande de guerre. Il peut propager l'amour ou la haine. C'est un monde fascinant. Et j'ose croire que je le connais mieux que quiconque, à part Goebbels. Et j'aime ça. C'était une question de vie ou de mort. Grierson était le propagandiste de la démocratie. Goebbels était le propagandiste du totalitarisme. Ce que Grierson et son équipe faisaient à l'ONF, c'était de la propagande blanche. Un discours persuasif qui cherche à atteindre des objectifs clairement définis en utilisant des renseignements, des données, des faits qui sont justes, effectifs et avérés. La propagande noire va diffuser de fausses informations pour manipuler les auditoires, pour manipuler les destinataires et les convaincre de ce dont ils veulent les convaincre. Même la propagande blanche reste de la propagande. Mais était-ce le reflet de la réalité? Revoyons comment les films d'actualité canadiens ont montré le débarquement en Normandie. nos gars et nos engins de guerre s'avancent sur les routes de l'Europe pour foncer jusqu'au dernier repère de l'ennemi. Des batailles héroïques, mais dévastatrices. Des 14 000 Canadiens qui débarquent sur les plages de la Normandie, plus de 1000 sont tués ou blessés. Cet été-là, le nombre de morts et de blessés chez les Alliés dépasse le 250 000. Mais ces victimes, l'histoire n'en parlera pas.
Il était inévitable que le débarquement allait être présenté comme un grand moment de l'histoire. Mais il ne faut pas faire de cet épisode marquant un événement mythique. Les jours qui suivent le débarquement sont encore plus sombres. L'offensive alliée en France fait beaucoup de morts chez les civils. Les Alliés libèrent Caen. Mais à quel prix? Pour déloger les Allemands, on a fait subir à la ville de lourds bombardements. Il n'en est resté que des ruines. Et au cœur du combat, les caméras canadiennes filmaient. On en a même fait un documentaire. Relentlessly, war smashed its way through the city, leaving death, ruin, silence. Mais le film ne mentionne jamais le nombre de victimes civiles. 2000 morts et des milliers de blessés. You can't kill a city. Slowly its pulse gains strength. On insiste davantage sur la reconstruction de la ville. La fonction du discours ou de la propagande, c'est le contraire de la neutralité. La propagande en question va devoir encourager, unir, fortifier, informer, gratifier cette contribution à l'effort de guerre. Donc évidemment, on est dans une zone grise, dans une zone très délicate. La destruction de Caen n'est que le début. Pendant l'été 44, 20 000 civils français sont tués par les nazis en fuite et par les bombardements alliés. Les victimes des bombardements auront du mal à trouver leur juste place dans l'histoire. La France aura payé cher sa liberté. Ces victimes civiles n'ont pas véritablement pu exprimer ce qu'elles avaient vécu, tout simplement parce que ce qu'elles avaient vécu contredisait au fond la mémoire à la fois militaire et glorieuse du débarquement, alors qu'elles avaient vécu le débarquement et la campagne de Normandie comme un moment très douloureux, un moment de perte, un moment de mort. Goebbels et les nazis n'ont pas manqué d'exploiter le triste sort des civils français. Die letzten Flüchtlinge verlassen die von dem Bombardement schwer mitgenommene Stadt Caen. So erlebt Frankreichs Bevölkerung die versprochene Befreiung. Les maîtres de la propagande des deux camps vont manipuler les images à leur avantage. Mais il faut bien que quelqu'un les tourne, ces scènes de combat, quels que soient les risques. Après le débarquement, pendant plus d'un mois, Jimmy Campbell et les autres caméramans canadiens avancent dans la campagne française, l'œil rivé à la caméra. Le 20 juillet 1944, Campbell est en train de filmer près de la ville de Caen. Un obus de mortier éclate près de lui et le tue instantanément. Sa caméra n'est pas touchée. Les images qu'il a tournées font maintenant partie de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale aura fait 6 morts et 18 blessés au sein de l'unité du film et de la photographie. Canadians are in the thick of it. A gun carrier has set a fire. The man driving the Canadian film unit cameraman paid with his life for these pictures. Ces sacrifices n'auront pas été en vain. Le Canada et ses alliés remportent une grande victoire militaire et un grand succès de propagande. On peut enfin espérer triompher du fascisme.
Été 1944, des militaires allemands se la coulent douce dans un camp de villégiature. Quel secret cachent-ils derrière leur sourire? Car ceux-ci ne sont pas de simples soldats, ce sont les officiers SS du camp d'Auschwitz, le plus notoire des camps de la mort. En Europe, 6 millions de Juifs seront systématiquement exterminés par Hitler et les nazis. Aujourd'hui, l'Holocauste est un fait connu. Tellement qu'avec le recul, c'est difficile de croire que pendant presque toute la durée de la guerre, les nazis ont pu cacher cette réalité par le mensonge, la censure et la tromperie. La propagande nazie tente d'attiser la haine envers les Juifs. Mais les gens connaissent-ils vraiment le sort réservé aux centaines de milliers de Juifs qu'on arrête? Ce qui frappe dans l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, c'est la façon dont on peut haïr les Juifs très officiellement, dont la propagande se sert de cette haine pour fédérer, pour additionner, pour que tous les Allemands se sentent derrière le Führer. Et dans le même temps, il y a une censure extrêmement forte pour tout ce qui concerne les actes d'autorité. Donc on ne doit pas montrer, par exemple, les liquidations sans ordre. On ne doit pas montrer les vexations qui sont faites à l'encontre des Juifs sans ordre. Les nazis prétendent qu'ils envoient les Juifs travailler dans des camps. Mais alors, pourquoi prennent-ils aussi les vieillards et les enfants? Les nazis ont inventé une histoire autour de Theresienstadt, un village à 60 km de Prague. C'est l'une des plus grandes et des plus cruelles supercheries de la Deuxième Guerre mondiale. Et les Allemands ont presque réussi leur coup. Les nazis prétendent que Theresienstadt est un ghetto modèle pour les Juifs. On y envoie les vieillards, les enfants, des artistes célèbres et des intellectuels. Les nazis ont même fait des films de propagande sur Theresienstadt. Theresienstadt est d'abord un camp qui a été fait pour la population allemande pour donner l'impression qu'on respecte les différences dans le monde juif. Donc Theresienstadt, c'est le camp modèle où on est censé envoyer les bons juifs. Et puis, à l'extérieur, le camp de Theresienstadt permet de montrer que l'on traite bien les prisonniers sous le Troisième Reich. Mais que se passe-t-il vraiment derrière les murs de Theresienstadt? Le Comité international de la Croix-Rouge insiste pour le savoir. Après des mois de délai, les nazis acceptent de leur montrer le camp. La Croix-Rouge délègue Maurice Rossel, un médecin de 27 ans du bureau de Berlin. Le 23 juin 1944, il se présente avec 2 autres délégués pour faire l'inspection du camp. Une équipe de guides nazis les attend. Chaque étape de la visite de la Croix-Rouge est soigneusement planifiée. Sur ce plan détaillé, les SS ont méticuleusement choisi ce que les visiteurs vont voir et surtout ne pas voir. Rien ne sera laissé au hasard pour cette grande mise en scène. On promène les visiteurs le long de rues propres et dégagées. On leur montre des villageois qui semblent prospères et bien nourris. On les escorte à l'intérieur de quelques habitations soigneusement choisies. Près de la place publique, les visiteurs sont dirigés vers un parc plein d'enfants qui semblent tous heureux. On permet même à la Croix-Rouge de prendre des photos. Gundar Redlich était enseignant avant la guerre. Il est maintenant un leader des jeunes du ghetto. Les nazis nous ont demandé d'être joyeux.
Il voulait montrer que la vie était belle dans le ghetto. La Croix-Rouge a vu des enfants heureux. Mais y a-t-elle cru? Il semble que oui. Dans son rapport officiel à la Croix-Rouge, Maurice Rossel fait l'éloge de Theresienstadt. Notre étonnement fut immense de trouver dans le ghetto une ville vivant d'une vie presque normale. Cette ville juive est vraiment surprenante. Il y a en tout cas, jusqu'à l'été 44, une volonté de fermer les yeux de la part du Comité international de la Croix-Rouge. Et puis, là encore, la priorité n'est pas donnée au sort des Juifs. La plus grande organisation humanitaire du monde à l'époque, puis toujours aujourd'hui, n'a pas réussi à aider les Juifs, n'a pas sauvé les Juifs et n'a pas diffusé du tout d'informations. Mais que se cache-t-il derrière la mise en scène nazie? Derrière ces logements spacieux? La Croix-Rouge n'a jamais vu ces greniers crasseux bondés de monde. Ces dessins clandestins d'artistes juifs montrent la réalité de la vie et de la mort à Theresienstadt. George Brady a 14 ans lorsqu'il est emmené à Theresienstadt avec sa jeune sœur Anna. Nous étions 42 entassés dans une pièce. Les gens mouraient. C'était terrible. Si les représentants de la Croix-Rouge avaient voulu savoir, ils auraient pu aller derrière le décor ou parler aux gens sans la présence des SS. Mais ils ont préféré fermer les yeux. Derrière les murs où la Croix-Rouge n'a jamais mis les pieds, une potence pour exécuter des prisonniers. Les nazis se sont assurés que les visiteurs ne verraient pas les affamés et les malades. Ni cette morgue en bordure du village où on entasse plus d'une centaine de corps chaque jour. À Theresienstadt, 33 000 Juifs sont morts de faim et de maladie. Et que sont devenus ces enfants qui souriaient pour les caméras de la Croix-Rouge? Tout ce qu'on leur avait donné pour la mise en scène leur a été enlevé. Nourriture, terrain de jeu, et ce n'est pas tout. Les nazis n'ont plus besoin des figurants. Les enfants et les adultes doivent faire leur bagage et partir. Comme tant d'autres avant eux. Destination inconnue. Cet automne-là, on entasse la plupart des Juifs de Theresienstadt dans 11 trains de marchandises. Parmi eux, George Brady et sa sœur Anna. Nous avions peur des trains. Ils se dirigeaient vers l'est et personne ne connaissait leur destination. Gonda Redlich et son enfant sont aussi à bord. Qu'est-ce qui nous attend? Nous voyageons, mon fils, comme tant d'autres avant nous. Notre rédemption est peut-être proche. Ce sont les derniers mots de son journal intime. Les trains quittent Theresienstadt pour la Pologne, vers le camp d'Auschwitz.
George Brady s'en souviendra toujours comme la pire journée de sa vie. Au début, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un camp d'extermination, ni ce qu'était cette énorme flamme au loin. L'horreur était indescriptible. Quelques jours avant l'arrivée de Brady, Maurice Rossel de la Croix-Rouge se présente à Auschwitz. Il veut s'assurer du bien-être des prisonniers juifs. Mais cette fois, la visite du camp est interdite. On sait maintenant pourquoi. Car derrière les murs d'Auschwitz, les nazis avaient construit une usine conçue pour exterminer des millions de personnes. Les nazis tentent de passer leurs actes sous silence. Toutefois, une succession de rapports et de témoignages fait éclater la vérité. Et dès l'automne 1944, ce qui se passe vraiment à Auschwitz est dévoilé. Mais l'Occident reste indifférent au sort des Juifs. L'indifférence. Une bonne partie des dirigeants ont le sentiment que, au fond, ce qui arrive aux Juifs n'est pas très éloigné de ce qui arrive aux autres populations civiles. Ce sont les malheurs de la guerre. On ne peut pas faire un traitement spécifique. Et qu'en pensent les Allemands? Vous vous souvenez de ces officiers SS d'Auschwitz? Sont-ils vraiment restés silencieux devant ces horreurs? Mais les soldats ont assisté à des arrestations, à des massacres. Et ils revenaient chez eux en permission, et puis on sait qu'ils parlaient. Les conducteurs de train, les milliers de fonctionnaires qui organisaient les déportations, qui comptabilisaient le butin, c'est-à-dire tout ce qui était pris aux Juifs qui étaient assassinés. Tout ça, ça faisait beaucoup de monde qui avait une connaissance parfois partielle de l'extermination, mais qui parlait. 1 million de Juifs ont été transportés à Auschwitz, puis exterminés. De ce nombre, plus de 40 000 venaient de Theresienstadt. George Brady sera l'un des rares survivants. Sa sœur Anna n'aura pas cette chance. Ce sera aussi le sort de presque tous les enfants de Theresienstadt qui ont participé à la mise en scène des nazis. En tout, 8000 enfants de Theresienstadt périront dans l'Holocauste. Tokyo, 1945. Une ville inquiète, en attente. Les dirigeants militaires japonais ont toujours promis au peuple que leur île ne sera jamais envahie. Même les cerfs-volants célèbrent les victoires de l'armée japonaise. Sauf qu'il y a très peu de victoires à célébrer. La guerre du Pacifique fait rage depuis que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Et maintenant, après 3 ans de combats acharnés, les Américains ont pris Saipan et Iwo Jima. Et sont à distance de frappe de Tokyo. Pour résister, les soldats japonais ont pour source d'inspiration leur empereur Hirohito et les pilotes kamikazes, ces héros qui se suicident en s'écrasant sur des cibles ennemies. Le peuple japonais se sent obligé de montrer le même esprit de sacrifice, de refuser la reddition. C'est sûr qu'il y avait un discours très fort qui demandait à chacun de contribuer. Et c'était ça qui définissait votre appartenance à la nation japonaise et votre identité aussi. Ça, c'était quand même très fort, que chacun devait faire des sacrifices
en tant que citoyen, en tant que membre de la nation japonaise, pour l'aider à traverser cette épreuve. Même les enfants doivent embrasser la cause. Dans un dessin animé populaire, le jeune héros Momotaro mène une escouade de petits animaux au combat. Kazuyo Funato, 12 ans, trouve ça très inspirant. Je voulais combattre avec les autres. On nous a dit que l'empereur est un dieu, le symbole du peuple, et que nous ne perdrons jamais. De l'autre côté de l'océan, les Américains aussi se font dire qu'ils ne perdront jamais. We're gonna have to slap the dirty little chap. It's Uncle Sam, the guy who can do it. Nathalie Nickerson, 20 ans, rêve d'être mannequin. Elle participe à l'effort de guerre en travaillant dans une usine d'avions à Phoenix, en Arizona. Mon frère était pilote de chasse. Mon amoureux était lieutenant de marine. Et moi, je faisais ma part. Nous voulions que la guerre finisse. Rapidement. Mais la terrible guerre du Pacifique n'est pas sur le point de finir. Remember the march of death in the broiling sun. Les actualités montrent les atrocités que les Japonais font subir aux prisonniers de guerre. 5,000 American soldiers murdered, others tortured and starved, and some buried alive. La haine raciale est vive. L'oncle Sam veut en finir avec les Japonais. En Europe, les Alliés sont convaincus qu'ils mènent une guerre contre le nazisme et le fascisme, qu'ils combattent des élites qui ont réussi à tromper la naïveté des peuples. En Asie, on assiste au combat de deux nations pour le contrôle de l'océan Pacifique. Et donc, ce sont deux peuples qui se combattent. Il ne s'agit pas simplement de changer une élite. Il faut véritablement détruire le peuple japonais pour obtenir la victoire. C'est pour ça que la propagande américaine présente tous les Japonais comme des monstres aux dents de vampires qu'il faut détruire. Et Hollywood encourage cette haine des Japonais. Ce film de 1944 avec Errol Flynn en est un bel exemple. Stinking little savages. Wipe them out, I say. Wipe them out. Wipe them off the face of the earth. C'est comme ça qu'on parlait autrefois. Voici ce que dit le magazine Life. Les Américains ont dû apprendre à haïr les Allemands, mais la haine envers les Japonais leur vient tout aussi naturellement que celle envers les Indiens à une certaine époque. Alors Life cherche des sujets et des images pour attiser cette haine-là. Donc, en mai 1944, la photo de la semaine dans la revue Life est celle de Nathalie Nickerson. Le texte qui accompagne la photo raconte comment son petit ami, un matelot, lui a envoyé un crâne sur lequel sont écrits ces mots. Voici un bon Japonais. Un Japonais mort, trouvé sur les plages de la Nouvelle-Guinée. Les propagandistes japonais qui suivent de près les médias américains sautent sur l'occasion et récupèrent cette photo. Ils publient l'histoire de Nathalie Nickerson pour prouver que les Américains sont l'incarnation du diable. Ce qui est clair, c'est que c'est un signe parmi d'autres que la propagande japonaise met en avant à destination de sa population pour dire que les anglo-saxons, les Américains en particulier, sont des gens qui sont racistes, cruels, dangereux, et par conséquent qu'il s'agit de combattre. Le soir du 9 mars 1945, Koyo Ishikawa, le photographe de la police de Tokyo, contemple sa ville, la mort dans l'âme. Je me demandais de quel côté arriverait l'ennemi. Le vent sifflait violemment. J'étais horrifié à l'idée de me retrouver dans l'enfer d'un bombardement. Pendant des années, les tambours de la propagande haineuse des deux camps ont battu la mesure.
Maintenant, les simples citoyens vont en payer le prix. Peu après minuit, plus de 300 bombardiers B-29 américains s'approchent de Tokyo. Ils sont bourrés de bombes incendiaires spécialement conçues pour enflammer une ville dont presque tous les immeubles sont en bois. Alors que les bombes éclatent, Koyo Ishikawa risque sa vie pour photographier l'enfer qui anéantit sa ville. Les rues étaient des rivières de feu. Et les gens étaient consumés dans les flammes. Kazuyo Funato, la petite de 12 ans qui avait été si inspirée par son empereur, perd 5 membres de sa famille. C'était comme dans une fournaise. Mon frère Minoru est mort, brûlé vif. Le raid dure un peu plus de 2 heures. Plus de 100 000 personnes meurent. Le lendemain matin, on ramasse les corps. Le photographe Koyo Ishikawa continue de prendre ses photos. J'hésitais à prendre ces photos, de peur que les morts me reprochent de les photographier dans cet état. Je saluais respectueusement chaque mort avant de prendre sa photo et je quittais les lieux après une prière. Ishikawa croyait que s'il devait mourir, au moins le film à l'intérieur de la caméra lui survivrait et serait témoin de l'horreur. Les Américains ont rasé une partie de Tokyo grande comme Manhattan. On pourrait croire qu'un tel événement serait impossible à cacher. Mais ni les Japonais, ni les Américains ne veulent que la vérité sorte. Chacun va récupérer l'événement à sa façon. Les autorités militaires japonaises censurent l'information. Ils ne dévoilent même pas le bilan des victimes. Plus tard, la police demande à Koyo Ishikawa de rendre ses négatifs, mais il refuse. Il craint qu'on les détruise. Le gouvernement persistait à dire que le Japon gagnait la guerre. Pas question de publier les photos du bombardement. Et l'empereur Hirohito fait une brève sortie surprise afin de constater les dégâts. Mais le message reste le même, on ne capitule pas. On doit lutter jusqu'au bout, quitte à mourir, plutôt que de fuir, plutôt que de se mettre en position de défaite. Tokyo bomb. Aux États-Unis, la destruction de Tokyo fait la manchette. 3 ans après Pearl Harbor, ce bombardement est considéré comme une juste vengeance. To the warlords of Japan, we have not forgotten. The B-29s will remind you again and again and again. Les films d'actualité montrent la ville du ciel. Aucune mention des morts. Et la revue Life, elle, félicite les pilotes qui ont arrosé les taudis japonais de gelée combustible. Koyo Ishikawa, le photographe qui a documenté l'événement, enterre ses négatifs dans un jardin.
Il espère qu'un jour, la preuve que 100 000 personnes ont péri ce soir-là sera révélée. Je dois laisser ces photos à la prochaine génération. Une photo est un témoin de l'histoire. Il faudra attendre des années avant qu'une nouvelle génération ne découvre les photos de Koyo Ishikawa. C'est extraordinaire de penser à tous les moyens qui ont été mobilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour montrer au peuple le vrai visage de la guerre. Des caméras, des photographies, du son, parce que c'était la première guerre qu'on a eue en son et en images. Tout cela, malgré la volonté des gouvernements de masquer les éléments les plus tragiques pour la population. On peut essayer de masquer les morts de Normandie, on peut essayer de cacher les victimes de l'Holocauste, on peut minimiser les victimes des bombardements de Tokyo. Mais tôt ou tard, la vérité finit par sortir. Amour, haine et propagande.